Bienvenue sur Mémoire vive quand l'histoire éclaire le présent. Aujourd'hui, j'ai lu pour vous Le savoir des victimes par Laurent Joly. Il y a des livres qui vous marquent parce qu'ils enrichissent votre culture sur un sujet. D'autres vous marquent parce qu'ils portent carrément à votre connaissance un aspect de l'histoire que vous ignoriez complètement. D'autres parce qu'ils vous choquent, d'autres encore parce qu'ils sont inspirants. Le dernier livre de Laurent Joly coche toutes ces cases. Non pas qu'il soit au-dessus de toute critique, mais je laisse ça aux spécialistes de l'histoire contemporaine. En ce qui me concerne, en tant que professeur, vulgarisateur, mais aussi en tant que citoyen, c'est un livre important à plus d'un titre. Pour rendre compte de l'intérêt de ce livre, sans en livrer l'intégralité pour autant, j'articulerai ce compte-rendu autour de 3 points. Je présenterai d'abord la thèse générale du livre, puis je vous livrerai la manière dont ce livre m'a mis une claque. On pourra ainsi finir sur ce qui fait à mes yeux les qualités scientifiques de ce livre. L'auteur entend démontrer, en retraçant le développement de l'histoire du régime de Vichy et de son rôle dans la Shoah depuis 1945, qu'il existe un savoir des victimes, partant de leur point de vue, élaboré en leur nom, compatible avec l'élaboration d'un savoir scientifique. En effet, l'histoire ne se fait pas toujours depuis une chaire ou un laboratoire de recherche. Certes, il est préférable qu'elle se fasse dans ce contexte propice et apaisé. Parfois, cependant, il y a des historiens dont la vocation naît de leur participation aux événements. L'histoire leur tombe dessus, manque de les emporter, et la science historique devient leur planche de salut. On pourrait croire qu'un historien militant, qui travaille sur un sujet dont il a été partie prenante, serait plus exposé à des biais qui déformeraient ses résultats. L'histoire des historiens du Centre de documentation juive contemporaine, que j'abrégerai pour le reste de cette chronique CDJC, l'histoire du Centre de documentation juive contemporaine, donc, tend à démontrer le contraire. Or, c'est justement cette histoire qui sert de fil rouge au récit de Laurent Joly. Fondé à Grenoble en 1943 dans la clandestinité par le résistant Isaac Schneersohn, désolé de la prononciation, il avait pour but de documenter les persécutions infligées aux Juifs par les nazis et leurs collaborateurs dans l'Europe occupée. Il confie à des militants comme Léon Poliakov, résistant juif d'origine russe, la charge de recueillir les documents. Grâce à leurs travaux, le CDJC est en mesure de fournir 300 documents à la délégation française au procès de Nuremberg, notamment des archives de la Gestapo en France. En 1946, ils parviennent même à mettre la main sur les archives du Commissariat général aux questions juives. Pour publier les fruits de ces recherches documentaires et de ces analyses des documents récoltés, le CDJC se donne une revue, intitulée Le Monde juif, en août 1946. Il publie également l'un des recueils documentaires les plus utilisés par les historiens de Vichy jusqu'aux années 1980, intitulé La persécution des Juifs de France, qui contient également une première analyse complète de la politique nazie en France, identifiant notamment les principaux responsables. Ces publications permettent aux historiens du CDJC d'obtenir des soutiens académiques, comme celui du CNRS, mais aussi des soutiens politiques. En 1950, le CDJC est la seule institution européenne de recherche sur le génocide en Europe. L'année suivante, Léon Poliakov publie son premier ouvrage de référence, intitulé Le Bréviaire de la haine, contenant plusieurs thèses pionnières, mais établissant aussi la chronologie du génocide et l'influence de la situation militaire sur son déroulement. Si pendant encore plusieurs décennies, les travaux de Poliakov, mais aussi ceux de George Weller ou de Joseph Billig, restent dans un relatif anonymat, ils constituent un héritage intellectuel sur lequel le tournant historiographique des années 60-70 pourra s'appuyer. Je ne vais pas revenir sur toutes les étapes détaillées par Laurent Joly qui ont conduit à ce tournant incarné par la publication de La France de Vichy par l'historien américain Robert Paxton en 1973. Le procès Eichmann de 1961, la sortie du documentaire Le chagrin et la pitié en 1969, tout conduit progressivement la France à faire face à la mémoire juive de l'occupation. Paxton, pour écrire son livre, a d'ailleurs consulté les archives du CDJC, en plus d'archives américaines et allemandes. C'est un véritable tournant historiographique et une réfutation définitive de la thèse de l'épée et du bouclier, bien que, j'en parlerai plus loin, les historiens français n'étaient pas complètement à côté de la plaque sur le sujet, et n'adhérait absolument pas à l'idée que De Gaulle aurait été l'épée et Pétain le bouclier de la France, jouant double jeu, faisant semblant de collaborer avec les nazis pour mieux les blouser. Ce thème a été inventé par la défense du maréchal Pétain lors de son procès et n'a aucune valeur historique. Mais revenons au CDJC.
Une deuxième génération d'historiens de ce centre de documentation émerge au même moment, c'est-à-dire au tournant des années 60 et 70. Elle s'est professionnalisée et possède des titres universitaires. Elle compte par exemple dans ses rangs André Caspi, spécialiste reconnu de l'histoire des États-Unis. Il reste aussi profondément militant, à l'image de Serge Klarsfeld, avocat de formation, survivant de l'Holocauste. Son père avait été déporté et assassiné à Auschwitz en se sacrifiant pour sauver sa famille. Klarsfeld décide de s'appuyer sur une loi de 1964 affirmant l'imprescriptibilité des crimes contre l'humanité, ce qui signifie que ces crimes ne sauraient être prescrits. Il traque les responsables des persécutions antisémites afin de les traduire en justice, à commencer par René Bousquet, dont il parvient à faire inculper le bras droit, Jean Leguet, en 1979. Dans un ouvrage important, Vichy Auschwitz, publié en 1983, réalisé à l'aide d'archives inédites, il parachève l'œuvre de la première génération du CDJC. Les années 70 sont aussi l'époque des premières grosses polémiques médiatiques autour des discours négationnistes. Nous y reviendrons dans les épisodes de notre série consacrée au sujet. Ces polémiques permettent cependant de mettre la question de la mémoire française des années noires sur le devant de la scène. Au seuil des années 80, les thèses éculées des pétainistes ne font plus recette. Grâce à l'activisme scientifique et judiciaire de Klarsfeld et du CDJC, le rôle de Vichy dans la Shoah entre dans les manuels scolaires de lycée. Mais la France connaît aussi une forme de retour du refoulé. L'historien Henri Rousseau a appelé syndrome de Vichy cette présence de plus en plus obsessionnelle du souvenir de l'occupation dans le champ médiatique et politique français. La responsabilité dans le génocide, longtemps occultée, est désormais omniprésente dans les médias, dans une vision de l'histoire qui confine parfois à l'autoflagellation, parfois au détriment de la rigueur historique, allant par moments jusqu'à négliger la responsabilité même des nazis. On entre dans un nouveau régime mémoriel, non plus amnésique, comme jusqu'à la fin des années 70, mais hypermnésique. Le syndrome de Vichy, publié par Rousseau en 1987, quelques jours après le pseudo-dérapage de Jean-Marie Le Pen sur le point de détail d'ailleurs, entendait justement rendre ces débats aux historiens en historicisant la manière dont l'histoire de la Shoah avait été faite en France. Mais les thèses pétainistes ressurgissent toujours épisodiquement dans différents ouvrages d'auteurs plus ou moins sérieux et dévoyés, mais sans jamais susciter un comeback définitif du thème de l'épée et du bouclier, définitivement envoyé aux oubliettes par Paxton. En effet, les années 1980, ce sont aussi les années des procès des criminels français ou ayant officié en France, Paul Touvier, Maurice Papon, Klaus Barbie, René Bousquet. Dans les années 1990, une série d'actes symboliques et concrets permettent en outre d'initier une sortie progressive de l'ère de l'hypermnésie. Justice étant progressivement rendue dans les tribunaux, la reconnaissance faite aux mémoires juives, notamment avec le discours du Veldiv de Jacques Chirac en 1995, contribue à apaiser les blessures mémorielles. La lettre de Marcel Ophuls, réalisateur du documentaire Le chagrin et la pitié, adressée à Jacques Chirac à la suite de son discours, est bouleversante autant qu'éclairante. Je cite « À titre, tout ce qu'il y a de personnel, en tant que fils de juif allemand, réfugié en France depuis 1933, naturalisé français en 1938, il faut absolument que je vous exprime ma très grande joie et mon immense reconnaissance. C'est aussi un grand soupir de soulagement qui accompagne ces lignes. Aujourd'hui, c'est un peu comme si la France, par la voix de son président, nous accueillait une seconde fois, mais cette fois-ci, sans faux semblant, sans équivoque, sans xénophobie, et de façon définitive. » Fermez les guillemets. Cet extrait montre l'importance des politiques mémorielles comme thérapie pour les victimes de l'histoire et la nécessité de regarder l'histoire en face afin de pouvoir construire un contrat social apaisé. C'est aussi au cours de cette décennie 90 que les acteurs de la première génération du CDJC commencent à mourir. La plupart n'ont jamais cessé de servir le combat d'une vie pour la vérité, un combat commencé dans la clandestinité, poursuivi dans l'indifférence quasi générale, mais qui, in fine, a triomphé. Alors certes, il existe des historiens aveuglés par leur militantisme, comme il existe aussi des historiens aveuglés par une illusion de leur propre impartialité. Cette dernière est parfois la source des pires aveuglements, car elle conduit à mettre la parole des bourreaux et celle des victimes sur un même plan, et de chercher la voie médiane entre les deux versions. En gros, 50% du temps d'antenne pour les juifs, le reste pour les nazis. Vous trouvez que j'exagère ? Attendez la suite. En revanche, l'exemple des historiens du CDJC le prouve. Avoir une cause à défendre ne suffit pas à biaiser un travail de recherche et n'empêche pas de travailler sérieusement. Outre la trajectoire inspirante de ces historiens par nécessité, en ce qui me concerne, ma grande découverte à la lecture de ce livre a été la précocité de l'émergence des récits pétainistes et lavalistes dans la France libérée de la fin des années 40.
Je savais que la mémoire des victimes juives avait mis du temps à être reconnue, du fait de l'hégémonie mémorielle de la mémoire des résistants, gaullistes et communistes. Mais je n'aurais jamais imaginé l'ampleur de la prégnance de l'antisémitisme et du soutien à l'action de Pétain et Laval dans une France à peine libérée. Je n'aurais jamais imaginé à quel point le contexte de l'immédiate après-guerre avait été défavorable à l'accueil de la parole des survivants de la Shoah. Un fait, rapporté par Laurent Joly, m'a particulièrement marqué. Les bénéficiaires des spoliations des Juifs, qu'on appelait sous l'occupation arianisation des biens juifs, c'est-à-dire que l'on prend des biens appartenant à des Juifs et on les donne à des, entre guillemets, ariens, c'est-à-dire à des non-juifs, soit plusieurs dizaines de milliers de personnes, avaient créé des associations pour défendre la légitimité de leurs droits face aux survivants de l'Holocauste venus réclamer la restitution de leurs biens, souvent des biens immobiliers. Par exemple, on peut compter l'Association française des propriétés de biens arianisés, ou encore la Fédération nationale des locataires de bonne foi. Tout est dans les noms. Dans un fort climat antisémite, ces associations pétitionnent et vont jusqu'à manifester contre les recours engagés par des personnes juives de retour de déportation afin de regagner leur logement. On comprend que c'était pas forcément facile de témoigner dans ce contexte-là. Est venu ensuite le procès Pétain. Allez voir d'ailleurs notre revue de lecture de Julian Jackson sur le sujet pour plus de détails. Procès Pétain donc au cours duquel les principales idées reçues, constamment remâchées dans les décennies suivantes par les pro-Pétain, ont été forgées afin d'effacer la mémoire des crimes du régime de Vichy contre sa propre population. Idées reçues en face desquelles les témoignages des survivants n'étaient que de peu de poids. On comprend le désert dans lequel les historiens du CDJC ont prêché avec courage pendant des décennies. Ainsi, le rôle de l'administration de Vichy dans la solution finale, bien que documenté dès la deuxième moitié des années 40, n'est pas perçu par l'opinion publique ni par la justice chargée de juger les collaborateurs. C'est ainsi que René Bousquet, l'un des principaux responsables des rafles de l'été 1942 en tant que responsable de la police de Vichy, n'écopa que d'une peine de dégradation nationale dont il fut relevé en 1949. Au contraire, dès le milieu des années 40, les premières publications tentant de réhabiliter Pétain ou Laval fleurissent autour de l'avocat très médiatique de Pétain, Jacques Izorni, et du beau-fils de Pierre Laval, René de Chambrun, qui avait épousé José Laval avant-guerre. Ces hagiographies sortent en parallèle de la naissance d'un courant carrément négationniste autour de Maurice Bardèche. Je vous envoie à notre épisode consacré à la naissance du mouvement négationniste. Comme on l'avait déjà remarqué dans un autre de nos épisodes consacré à la Waffen-SS, ou encore, comme nous le reconstaterons dans un autre épisode prochain consacré encore une fois au négationnisme, c'est la guerre froide qui favorise la réhabilitation des réprouvés de l'épuration. Face à la menace soviétique, l'esprit est à la réconciliation nationale et à l'oubli. Par exemple, en 1952, l'ancien pétainiste Antoine Pinet devient président du Conseil, c'est-à-dire l'équivalent de Premier ministre. L'année suivante, une loi d'amnistie générale est votée, levant les peines de nombreux collaborateurs. C'est dans ce contexte que sort L'histoire de Vichy de Robert Harron, très marqué par cet esprit de l'époque. L'auteur y cherche une voie médiane entre la version des victimes et celle des anciens épurés. Vous vous souvenez ? 50-50. Ignorant les travaux du CDJC, mais aussi d'une manière générale tout travail archivistique, ce livre, reposant essentiellement sur des souvenirs et des témoignages, contribue à légitimer la thèse de l'épée et du bouclier, ou aussi celle des deux Vichy. C'est l'idée qu'il y aurait eu un Vichy d'avant l'occupation de la zone libre, qui aurait joué double jeu, et à partir de novembre 1942, un autre Vichy, aux mains des nazis, fascisant, à cause de l'influence allemande. Autant de discours contribuant à atténuer la complicité de Vichy dans les crimes nazis en France. Les historiens institutionnels, qui, rappelez-vous, n'étaient pas à côté de la plaque, ont certes réagi à la publication du livre de Robert Harron, notamment avec la plume d'Henri Michel, qui publia en 1959 La France sous l'occupation, premier livre sur le sujet, conçu comme une réponse à la falsification opérée par Harron. Mais la France n'est pas encore mûre, et le livre de Michel n'a pas eu la postérité de celui d'Harron. La Seconde Guerre mondiale entre dans les programmes scolaires la même année, 59, mais la responsabilité de Vichy dans le génocide y est occultée, au mieux atténuée. Alors que les livres favorables à Pétain pullulent. On ne peut donc que reconnaître avec l'auteur, je cite, la fragilité du statut de la vérité. Face aux intérêts politiques et matériels du moment, la vérité est parfois peu de choses. Une leçon à méditer à l'heure de la post-vérité, mais qui pose la question du rôle de l'historien dans l'espace public. Comment faire entendre la voix de l'histoire dans un paysage médiatique saturé d'histoires réécrites, voire de sinistres bobards ?
On ne répondra pas à la question ici. Mais un début de réponse réside peut-être déjà dans le fait de faire de l'histoire correctement, et c'est ce que fait Laurent Joly, dont l'ouvrage est très documenté et exhaustif, ce qui peut rendre d'ailleurs la lecture par moments assez fastidieuse. D'un autre côté, faut le reconnaître, c'est difficile de faire mieux quand le sujet abordé implique de raconter un demi-siècle d'histoire politique, intellectuelle et culturelle de la France, ce qui implique de croiser l'histoire judiciaire, l'historiographie, l'histoire des idées, l'histoire politique nationale et internationale, tout en s'intéressant à des trajectoires individuelles d'acteurs très divers. Alors certes, c'est un peu difficile à suivre par moments, mais on s'y retrouve quand même assez facilement. Pour le reste, c'est un livre qui devrait faire date, comme en leur temps ceux d'Henri Rousseau, à l'image du syndrome de Vichy. On retrouve la rigueur argumentative que Laurent Joly a déployée dans ses précédents travaux, et je pense particulièrement à sa réponse aux sorties médiatiques d'Éric Zemmour sur le rôle fantasmé de Pétain dans la survie des Juifs de France, réponse qui s'intitule « La falsification de l'histoire ». Laurent Joly est en effet un historien chevronné, membre du CNRS, mais aussi un historien engagé, ce qui ne l'empêche pas d'être impartial. Il ne se contente pas en effet de pointer du doigt la fausseté des thèses révisionnistes, pétainistes ou lavalistes, mais ne manque jamais de rappeler les erreurs, inexactitudes ou excès des œuvres historiques auxquelles il se rattache lui-même, à la lumière de l'historiographie la plus récente. Par exemple, malgré son admiration non feinte pour Serge Klarsfeld et son combat, il ne manque jamais de souligner ses erreurs factuelles. Par exemple, à propos du rôle de René Bousquet dans Les Rafles, qu'il a tendance à accentuer, dans le but de le conduire en justice, minimisant par là même le rôle de Laval, ce que l'historiographie postérieure a corrigé. De même, Laurent Joly porte un regard critique sur l'éclosion de la vérité historique sur Vichy dans les années 80, dénonçant, je cite, une fixation proche de l'autoflagellation chargée d'approximation ou d'erreurs outrancières. Un livre donc documenté, argumenté et nuancé, ce qui dans un monde idéal devrait être la norme, mais qui aujourd'hui fait œuvre de salubrité publique. C'est la fin de cet épisode sur Mémoire vive, j'espère qu'il vous aura plu et qu'il vous aura été utile, dans l'idéal les deux, bien entendu. Merci à ceux qui prennent le temps de liker, de commenter et de nous laisser aussi des notes sur les différentes plateformes de podcast, ça aide beaucoup l'émission. Rejoignez-nous aussi sur nos réseaux sociaux, nous sommes présents sur Facebook, mais aussi sur Instagram et sur TikTok depuis peu. On se retrouve très vite pour la suite de notre série consacrée aux négationnistes. Et en attendant, n'oubliez pas de lire, c'est important.